Plate 2 de votre émission Les Grandes Contradictions sur Guérite TV Monde. C'est tout de suite et maintenant et nous sommes vendredi 8 octobre 2021. Les débatteurs sont déjà sur le plateau. Gaspard Diamossi, bonsoir. Bonsoir Chamsine. Achille Ossou, bonsoir. Bonsoir Chamsine. Bonsoir à tous les amis de Guérite TV et particulièrement les amis de l'émission Les Grandes Contradictions. Gaspard Diamossi, dossier des douaniers à Porto Novo. Je préfère vous poser la question terre à terre. La question, ça me fait tellement rire et sourire. Et votre question sur les douaniers à Porto Novo ou dans l'Ouémé Plateau, j'ai comme l'impression que le président Talon a beau lancer une grande lutte contre la corruption dans notre pays. Le président Talon a beau chercher à détruire les nids de corruption dans notre pays. Mais on a aujourd'hui comme l'impression, comme je le disais tantôt, que les faits sont têtus et que certains Béninois sont têtus. Et c'est vrai que pour l'instant, nous n'avons pas enquêté, mais aujourd'hui, des faits sont révélés à l'opinion depuis quelques jours, des faits relatifs à de la fraude au niveau de la douane, plus précisément dans l'Ouémé Plateau. Et depuis que ces faits sont révélés, aucune voix ne s'est levée pour contredire ces faits. Mais dans la presse, les journaux ont relayé aujourd'hui que c'est du fake news, même s'ils ont gardé Clébé entre griffes. Oui, si pour des faits, certains sont gardés dans les liens de la justice, on ne peut plus parler de fake news. Peut-être qu'il y a quelques quiproquos par rapport aux faits réels. Toujours est-il qu'il y a un fond qui prouve que quelque chose s'est mal passé quelque part. Et quand vous me parlez de Clébé, je crois que depuis quelque temps, on a lu, on a entendu qu'il est interdit désormais l'utilisation des Clébés par les douaniers. Donc même sur ce seul fait, on peut déjà commencer par condamner ce qui se fait au niveau de la douane, comme quoi ils ne respectent pas les prescriptions de l'autorité en charge du secteur, qui a dit depuis quelques moments qu'on ne doit plus voir des gens non assermentés ou des gens qui ne sont pas habilités à intercepter les populations. Je crois que c'est quelque part là que réside un nid qu'il faut aujourd'hui démanteler. Parce que, puisque les faits montrent que les soi-disant Clébés sont ceux qui sont les plus impliqués dans les faits dont on n'a pas encore évidemment vérifié la réalité, mais je le dis encore une fois, on dit souvent qu'il n'y a pas de fumée sans feu, ces faits n'ont pas peut-être en nous, en tout cas personnellement, on n'a pas vérifié, mais on dit souvent qu'il n'y a pas, comme je l'ai dit tantôt, qu'il n'y a pas de fumée sans feu, et je le dis, c'est comme si il y a un peu de, enfin, qu'il y a un nid de personnes têtues dans le pays qui ne veulent pas aller dans le sens impulsé par le nouveau pouvoir, notamment par le président Talon, qui veut détruire tout ce qui est né de corruption. Mais comme là, on l'a dit tantôt, oui, les réformes, mais vous le savez, on l'a dit, c'est pas facile. C'est pas facile. Et surtout quand c'est des intérêts privés personnels qui sont en jeu, vous savez que les gens ne veulent pas lâcher prise. C'est compliqué. Et oui, et je crois qu'on viendra à bout, plus ou moins maintenant ou après. On viendra à bout voilà. de ces résistances. D'accord. Achille Ossou, on a vu cette vidéo circuler sur les réseaux sociaux. Un activiste qui a interviewé un conducteur de taxi ou de gros porteurs qui a évoqué, il a dit on nous a pris de l'argent avec beaucoup de précision. Ça fait peur. Oui, mais moi je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris que aujourd'hui au niveau de la douane on parle de Porto Novo. Exactement, nous parlons de Porto Novo, mais depuis quelques semaines en arrière, vous devez déjà constater que le régime ou le gouvernement Talon s'est intéressé et particulièrement à la gestion, à la manipulation des ressources publiques
au niveau de nos directions de douane. C'était le premier cas, c'était, je le rappelle, le cas Ila Kondji, avec quelques responsables de la douane qui ont été interpellés, même gardés aujourd'hui. Bon, ce n'est plus même dans les mailles de la police, carrément à la prison. Et ils sont à la prison parce que les faits qui leur ont été reprochés ont été par la suite confirmés. Et donc, quand on parle de la douane, aussi bien que ce soit la douane de l'OME ou de tout autre... La douane, c'est la douane. De tout autre département, la douane reste la douane. Et je dis que je ne suis pas surpris parce que les manipulations des ressources publiques au niveau de la douane, on devrait comprendre qu'en réalité, il n'y avait pas une certaine rigueur à ce niveau. Parce que nous voyons, nous sommes habitués donc à voir le train de vie de nos douaniers, qui sont quand même des fonctionnaires de l'État. Nous savons ce qu'en tant que fonctionnaires, ils gagnent, mais nous connaissons quand même aussi leur train de vie. Ça n'a jamais interpellé. Vous voulez dire quoi par là? Est-ce à dire que ces douaniers ont l'habitude de voler, c'est ça? Non, mais je veux quand même dire il faut avoir le courage de le dire. Parce que quand vous parlez de train de vie, c'est comme si ceux qui gagnent ne leur permettent pas quand même de mieux vivre ou d'avoir beaucoup de meubles. Non, je voudrais me permettre de me poser cette question. Est-ce que ce que gagnent les douaniers en tant que fonctionnaires de l'État devait leur permettre d'avoir ce train de vie que nous leur connaissons? Des immeubles un peu partout, des palais par-ci, des véhicules... vous pouvez citer le nom d'un douanier? On n'en citera pas, nous ne sommes même pas là. C'est pas notre rôle. Mais c'est vous qui êtes étonnés, ceux qui nous suivent, les auditeurs qui suivent cette émission et qui nous entendent ne seront pas surpris de nous entendre parler, donc de prendre ce fait, cet indice-là, comme un fait d'analyse pour dire que, en fait, la distraction des ressources publiques au niveau de la douane a été, d'une manière ou d'une autre, érigée en règle. Il y a toujours, depuis des décennies, une indiscipline et une impunité à ce niveau-là qui peut-être a donné cette habitude-là à tout douanier. Donc vous demandez même à l'école, aux enfants, qu'est-ce qu'ils veulent devenir. Le premier métier qui vous cite, c'est la douane. Ils veulent devenir douaniers. Et pourquoi? Parce qu'on voit que les douaniers, ils vivent mieux que tout autre fonctionnaire dans la République, en tout cas dans la République du Bénin. Et donc, aujourd'hui, qu'on s'intéresse à ce secteur-là, je crois que c'est rationnel, ce n'est pas pour faire c'est pas de la méchanceté, ce n'est pas qu'on est contre quelqu'un, mais c'est important donc de leur montrer quand même que c'est des ressources du pays. Et donc, toute ressource nationale doit être gérée il doit y avoir quand même une certaine discipline dans la gestion. Il y a une orthodoxie qui doit être respectée. Ce n'est pas parce qu'on vous a mis sur les ressources du pays et que c'est vous qui les mobilisez, c'est vous qui les déposez, que vous allez en faire. Mais chaque boulot est avec ses avantages. Je ne dis pas que les douaniers n'ont pas leurs avantages, que je suis contre leurs avantages, mais je dis que ce que nous les voyons faire, ça crève quand même l'œil et ça interpelle toute conscience. Et je crois que la lutte contre la corruption, la lutte contre le détournement des deniers publics ne devait pas épargner cette corporation. En fait, il n'y a pas de corporation à épargner. Et donc, la douane faisant partie donc du maillon de la mobilisation des ressources nationales, je crois que c'est important qu'on s'y intéresse, qu'on aille voir ce qui s'y passe. Et donc, si aujourd'hui, il s'avérait que les faits qui sont déjà distillés dans l'opinion étaient vrais, bon, chacun devrait répondre de ses actes et cela apporte quand même à notre nation un certain nombre de crédibilité en matière de lutte contre la corruption. Gaspard Adjamossi, est-ce que vous êtes de même avis que Achille Ossou par rapport à la vie des douaniers, les trains de vie? Oui, bon, moi je voudrais, quand on demande aux enfants, oui, qu'est-ce que vous voulez devenir quand vous serez grand? C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent qu'ils veulent être douaniers.
Mais il y en a aussi qui disent qu'ils veulent être président de la République ou ministre. Ça veut dire que c'est pas... Je ne veux pas qu'on donne l'impression ici qu'on s'en prend à un métier particulier. Non. Mais ils sont quelques-uns à dire qu'ils vont devenir enseignants. Nous savons. Parce que encore moins à dire qu'ils veulent être journalistes. Ils savent que les journalistes n'ont rien. Je ne voudrais pas qu'on donne l'impression qu'on s'en prend particulièrement à un métier. Parce qu'on sait aujourd'hui aussi, dans l'opinion publique, que ceux qui travaillent au niveau des régies financières sont quand même un peu pourvus, qu'ils sont par rapport aux autres. On sait que ceux qui manipulent les fonds publics, ceux qui manipulent les comptables, ceux qui sont les DRFM, ceux qui sont au niveau de la douane, tout et tout, on sent que ceux-là sont plus ou moins privilégiés. Et on comprend aussi que c'est pour les mettre à l'abri du besoin, à l'abri de ce que nous dénonçons, justement parce qu'on ne veut pas, puisqu'ils sont à côté de la marmite et qu'ils voient ce qui entre, qu'ils manipulent, on veut justement les soustraire de la mauvaise volonté de soustraire les ressources. Et je crois que c'est pour ça que ces conditions leur sont créées. Donc, quand on prend un douanier, même si dans l'opinion c'est répandu qu'ils ont des immeubles, qu'ils ont des biens, on comprend qu'ils ont des avantages qui leur permettent de les avoir. À contrario, ce que nous devons dénoncer, c'est qu'au-delà de ces avantages, qu'on distrait les ressources publiques. Et apparemment, par rapport à ce qui est dénoncé, c'est vrai que nous avons émis quelques réserves. Mais quand vous voyez quelqu'un prendre le risque de faire des dénonciations à visage découvert, et quand vous voyez quelqu'un prendre le risque en tant qu'un usager des frontières qui est au contact tous les jours des douaniers à visage découvert, dire des choses, dénoncer et montrer qu'on lui a pris des sous et que surtout il n'y a pas eu de facture, ça suppose que quelque part il y a un problème. Il y a un problème. Et c'est ça que nous dénonçons justement. Il faut aujourd'hui que les choses se fassent de façon claire et nette. Et si on nous dit que des gens sont interpellés dans ces circonstances, ça veut dire comme qu'il y a anguille sous roche. Et nous disons qu'il faut encourager par les actes aujourd'hui le président Talon et le gouvernement actuel par rapport à ce qui se fait comme réforme pour assainir les finances publiques, pour assainir un peu les différents secteurs. On constate qu'il y a des réfractaires, des gens qui sont résistants à ce. Puis il y a des gens qui sont têtus aux réformes. Ça, c'est naturel. Pour eux, c'est comme s'ils ne sont pas dans le pays. Ils ne savent pas ce qui se passe avec cette histoire des crières. Vous savez, les mauvaises habitudes, c'est difficile de les laisser. C'est extrêmement difficile de les laisser. Sous la rupture, hein, c'est des habitudes qui ne sont pas prises sous la rupture, c'est de vieilles habitudes. Donc, si la rupture veut décourager ces habitudes-là, c'est d'une part par la pédagogie et c'est d'autre part également par les sanctions et par un certain nombre de choses. Je crois que des faits ont été dénoncés. Si nous voulons aujourd'hui que ces faits disparaissent à jamais, il faut que les plus grandes sanctions, quand ces faits seront avérés, soient prises pour décourager. Parce qu'au moment où, et nous avons fait le débat ici la dernière fois, au moment où l'enseignant, par rapport à ce qu'il a, et qu'ils appellent avantage, je ne sais pas, physique, ou au moment où on veut les empêcher même d'avoir ces petits avantages, il ne faudrait pas que ceux qui en ont plus en termes pécuniaires ou financiers, que ceux-là exagèrent en siphonnant en plus les ressources de la République. Il faut donc décourager tous les secteurs par rapport à tout ça. Nous allons poursuivre l'émission. Le deuxième sujet, je reste toujours avec vous, Gaspard Adjamansi. 7 milliards de francs CFA d'un ancien ministre de Yaïboni a résonné quelque part dans le monde. Vous connaissez cet ancien ministre? Je ne le connais pas et je ne cherche pas à le connaître. Apparemment, l'émission d'aujourd'hui appelle beaucoup d'argent. On a parlé tantôt des douaniers avec l'argent de vie et tout à l'heure, maintenant... De 7 milliards. C'est pas 7 millions, hein, on dit 7 milliards. Absolument. C'est quand même beaucoup. C'est 7 milliards, on l'a lu, on l'a entendu. Et c'est vrai que par rapport à également ce sujet, moi, ce qui me paraît un peu bizarre dans ce dossier, c'est
que dans un premier temps, on a dit un ancien ministre du président Yahi. C'est-à-dire qu'on a identifié le président sous lequel le ministre était en fonction. Mais curieusement, le nom du ministre, lui, n'est pas apparu. S'il y a un régime et qu'un ministre a servi sous le régime et qu'on identifie le régime, pourquoi le nom du ministre ne vient pas? Et quelque temps après, un nom est apparu que je ne vais pas citer, et pour le bien non seulement de notre émission, mais également parce que nous n'avons pas aucune preuve pour étayer ces faits. Mais quand le nom est arrivé, on n'a plus dit que c'est un ministre d'un ancien président, mais on l'a identifié par rapport à l'actuelle législature de l'Assemblée nationale et comme un proche du pouvoir. Pouvoir de la rupture. Il faut bien être proche du pouvoir actuel, du pouvoir de la rupture. C'est vrai que pour l'instant, c'est des faits qu'il faut vérifier, recouper, tout ça là. Mais si réellement un seul individu peut manipuler 7 milliards à la maison, oui, et essayer de faire marcher, je vais dire, parce que c'est vrai que l'argent ne marche pas, mais si l'argent quitte le Bénin pour aller, par exemple, à Dakar ou en Côte d'Ivoire, c'est comme si l'argent a pris ses jambes à son cou et veut aller se cacher quelque part. Si quelqu'un a pu avoir tous ces sous-là et cherche à les cacher quelque part, je crois je le dis encore une fois, la rupture a véritablement du boulot. Et si c'est des gens qui également essaient de s'acoquiner au régime pour chercher quelque peu la protection, je dis le président Talon a beau proclamer sa bonne foi et a beau proclamer sa volonté de lutter contre la corruption, je pense qu'il a véritablement du pain sur la planche et qu'il doit aujourd'hui, c'est vrai qu'il donne beaucoup de preuves aux Béninois qu'il a la volonté et qu'il lutte de façon implacable contre la corruption. Mais il doit davantage donner des preuves et des éléments aux Béninois en allant frapper fort, aussi bien dans son camp que de ceux qui l'entourent, pour montrer aux Béninois qu'il ne fait pas dans la dentelle, non seulement ce qui concerne les opposants et à qui on reproche un certain nombre de faits, mais également dans son camp. C'est vrai qu'il l'a montré et qu'il frappe dans son camp, mais on veut qu'il le fasse davantage, notamment par rapport à ces faits dont on parle, si c'est réel, parce qu'on a comme l'impression qu'on cache quelque chose aux Béninois. Ces faits-là, c'est vrai, ont été révélés, c'est vrai que des rumeurs circulent, il n'y a pas eu de démenti de la part de l'intéressé ou des intéressés, il n'y a pas eu d'autres informations pour venir confirmer ou infirmer. Ça veut dire que quelque part, comme je l'ai dit dans le premier dossier, il y a comme Anguille sous roche également de ce côté-là. Et je le dis une fois, le régime de la rupture a du pain sur la planche par rapport au dossier de la lutte contre la corruption. Achille Oussou, vous ne voyez pas, selon vous, est-ce que vous pensez que le gouvernement de la rupture est en train de protéger un partenaire politique dans cette histoire de 7 milliards? Et on sait que si c'était un opposant, j'imagine la suite. Non mais, écoutez, et je crois que il y a les instances officielles du pays et la justice est certainement à l'éco-défense pour faire le travail qui lui revient. Et par rapport à cela, nous ne pouvons pas encore dire qu'il y a une intention de protéger un partenaire. Pour moi, c'est que c'est vrai, je suis d'accord avec vous que depuis les quelques jours où cette rumeur, cette information-là a commencé par circuler, on pouvait déjà s'attendre à une interpellation officielle, ce qui n'est pas encore arrivé jusque-là. Donc, une présomption d'innocence devrait nous permettre de mettre les gants pour faire les analyses par rapport à ce sujet-là ici. Mais rien ne nous prouve que c'est vrai qu'on a retrouvé 7 milliards en espèces dans la maison d'un député, en tout cas, un ancien ministre, un ancien collaborateur de Boni Yahi, ou aujourd'hui partenaire politique du président Patrice Talon. Mais je voudrais quand même que le régime soit en odeur de... Non, mais que le régime essaie quand même de montrer sa neutralité dans sa volonté de lutter contre la corruption et le détournement des données publiques. Nous l'avons dit tout à l'heure par rapport aux douaniers, nous n'avons pas mis les gants pour le dire. Et je crois que ce n'est pas parce qu'on est
à un certain niveau élevé dans l'appareil de l'État, qu'on doit bénéficier de la protection de celui-là qui a affiché sa volonté donc de lutter farouchement contre la corruption. Et donc, normalement, c'est en sacrifiant même ceux-là qu'on devrait montrer que, comme l'a dit la Bible, si le bois vert est en train de brûler, alors le bois sec devrait commencer donc par craindre. Et donc, aujourd'hui, s'il est avéré que ce qu'on a reproché à ce député-là, dont nous n'allons pas citer le nom, comme l'a dit tout à l'heure Gaspard, parce qu'il n'y a pas encore d'interpellation officielle, aucun élément pour nous permettre donc d'appeler de nom. Si ce député-là était, les faits qui lui sont reprochés étaient se révélaient à être vrais, donc il doit répondre aussi de ces faits. C'est vrai qu'il y a des dossiers par rapport auxquels on pouvait déjà situer ce député, celui-là dont nous sommes en train de parler, mais est-ce que ça suffit? Parce qu'en son temps, l'Assemblée avait été saisie pour un certain nombre de principes à respecter, mais on l'avait blanchi. Pour lever son humilité à l'époque. En tout cas, je ne le dirai pas. Mais si tel est le cas, ça veut dire que rien ne lui avait été reproché. Et donc, qu'aujourd'hui, qu'il gagne 7 milliards, vous dites. Alors, j'avais suivi l'ancien ministre de Kérékou, l'ancien ministre d'État, le ministre de l'Intérieur, je crois, ou de la Défense publique, M. Pierre Ocho, dans une de ces nombreuses, de ces rares sorties, j'allais dire, une fois où il démontrait que 1 milliard, quand on dit 1 milliard là, c'est 10 000 francs par jour pendant 99 ans. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec 7 milliards? On a combien de temps à vivre ici? 10 000 par jour, vous dites 10 000, c'est pas beaucoup par jour. 10 000 par jour pour un acteur politique. Je suis d'accord, mais bon, vous voulez me dire que, bon, 7 milliards, donc on peut dépenser 7 milliards aussi par un tour de bras comme ça. Donc, je crois que... Peut-être il a travaillé pour trouver, utiliser cette ressource, peut-être il a travaillé. Ah, oui, parce que jusqu'à présent, personne ne connaît la source. C'est ce que je voudrais aussi ajouter. D'abord, je ne voudrais pas qu'on indexe quelqu'un directement, parce que jusque-là, il n'y a que des supputations. Ce qu'on sait, c'est qu'on a parlé d'un ancien ministre. C'est vrai que certains ont sorti un nom ou des noms, mais pour l'instant, rien n'est avéré. Ce que je voudrais surtout préciser, le fait de trouver des milliards dans mon domicile n'est pas un délit. Ce n'est pas encore un délit. Si vous venez dans la maison de Gaspard à Diamancy et que vous trouvez 10 milliards, encore que je n'ai pas, je n'ai pas le moins de millions, ce n'est pas encore un délit. Ce n'est pas encore un délit. Il faut que je prouve la provenance de mes sous. Il faut que je prouve que ce n'est pas enrichissement illicite. Et il faut que je prouve. Il faut que, par rapport, si j'ai occupé des fonctions supérieures, antérieures dans la République, il faut que ça soit prouvé que ce n'est pas les fruits des actes de prévarication des deniers publics. Et le seul fait de dire on a trouvé 7 milliards quelque part en route ou dans une maison par rapport à ça ne veut rien dire. Ça ne veut encore rien dire. Je peux avoir 20 milliards chez moi, ce n'est pas encore le problème. Ce qui est le problème, c'est de prouver que ces fonds sont l'origine de manipulations frauduleuses ou de détournement de données publiques ou le fait d'enrichissement illicite ou d'activités illégales. Donc, si nous ne rentrons pas encore dans ce genre de cas, le fait qu'on retrouve de l'argent, qu'on retrouve de l'argent sur un individu ou chez quelqu'un n'est pas encore un délit. Maintenant, je ne sais pas. Déjà, certains ont dit que l'argent serait en voyage vers une destination, encore que pour transférer de l'argent d'un pays à un autre pays, il y a un système en place, il y a des règles à respecter. Des règles à respecter. Et pour détenir également de l'argent chez soi, à hauteur d'un certain montant, et par rapport au type d'activité que vous menez, je crois aussi qu'il y a
un certain nombre de règles à respecter. Maintenant, si dans le cas des 7 milliards là, si toutes ces règles sont respectées, on nous ôterait tout argument de faire le débat. En tout cas, je ne sais pas pourquoi. De toute façon, toute la semaine durant, on n'a pas eu des éléments nouveaux nous montrant dans l'un ou l'autre des cas que nous n'avons pas l'opportunité de faire le débat que nous menons, parce que personne n'a démenti les faits. Personne n'a dit il y a eu 7 milliards, mais il a raison de les avoir. Personne n'a dit j'ai 7 milliards, j'ai raison de les avoir, et ainsi de suite. Donc, nous, aujourd'hui, on a des raisons objectives en tant que communicateur, en tant que journaliste, en tant que ceux qui commentent l'actualité, d'aborder le sujet dans le sens qui nous plaît. Merci Gaspard Diamansi. Et Achille Osso, très rapidement, avant de boucler ce sujet. Oui, mais je vois Gaspard mettre trop de gants pour dire que on doit... Pour des faits non avérés, oui, bon, c'est vrai que nous mettons même des gants sur le plateau parce que nous n'avons même pas encore cité de nom, mais on ne peut quand même pas cacher au public que ce que nous disons, c'est sur les réseaux sociaux. Non pas professionnalisme, nous sommes en train donc d'éviter d'appeler de nom, mais on sait quand même que celui dont on parle, si on cite son nom dans l'opinion publique aujourd'hui, et ça ne va pas trop étonner parce que on avait déjà entendu son nom dans certains dossiers de la République. On lui avait déjà reproché un certain nombre de choses par rapport à la gestion saine des ressources publiques de notre pays. Et donc, ça devait suffire peut-être dans l'opinion, dans l'esprit du commun des mortels, pour dire que mais voilà ce qu'on disait, voilà. Et donc, pourquoi même, comme l'a dit Gaspard tout à l'heure, on a situé ce ministre par rapport à un ancien président? Parce que le dossier dans lequel on l'avait cité est un dossier qui relève de la gestion ou de la gouvernance de ce président-là. Et donc, c'était comme si c'était une évidence qu'on devait le punir. Et aujourd'hui, si on le positionne en montrant qu'il est un partenaire politique du président Patrice Talon aujourd'hui, c'est pour dire que Patrice Talon, malgré sa volonté farouche de lutter contre la corruption, lui-même, il essaie d'entretenir encore des gens autour de lui à qui on reprend des casseroles. Non, c'est une analyse. Je suis en train de rentrer dans l'esprit du commun des mortels pour dire ce que ça fait donc dans la tête des gens, dans l'opinion aujourd'hui. Mais, en tout cas, j'ai dit tout à l'heure que nous avons dans notre pays les structures les plus officielles et les plus indiquées pour nous dire ce qu'il en est par rapport à ce dossier, et nous attendons de voir ce que ce sera dans les jours à venir. Merci Achille Oussou. Je rappelle que de toutes les façons, nous allons revenir dans les semaines à venir sur ce sujet compte tenu de l'actualité. Et bien sûr, le dernier sujet pour boucler, en 5 minutes, nous allons boucler le débat d'émission au sein des blocs aujourd'hui au Bénin. Je reste toujours avec vous, Achille Oussou. Oui, mais démission... On quitte le bloc républicain pour l'Union progressiste. Ah voilà, ça... C'est pas une pagaille selon vous? Non, ce n'est pas une pagaille, c'est... D'abord, c'est de l'ordre normal des choses. C'est-à-dire, vous voyez, la vie même est régie, j'allais dire, par une certaine dynamique. Donc, cette dynamique, il faudrait qu'il y ait de mouvement. Donc, ce mouvement aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de constater depuis, par exemple, 1990, que nous avons fait l'option de la démocratie dans notre pays, où il y a des formations politiques. Nous avons toujours assisté à des démissions des partis politiques. Mais on peut quand même se dire que aujourd'hui, avec le système partisan, avec un peu de recul et avec, comme vous l'avez dit, ce nouvel élément, le système partisan que nous sommes en train de prôner, où chacun devrait savoir que, en fait, il a des droits, mais en même temps des devoirs par rapport à ce que nous appelons aujourd'hui des formations politiques. On pouvait s'interroger pour se demander, mais ce qui se passe, est-ce que
c'est ce à quoi on assistait avant, hein, la recherche de l'intérêt personnel et égoïste, la recherche de la gloire personnelle. Est-ce que c'est ça qui continue de muer les intérêts aujourd'hui, hein? Est-ce que les gens n'ont pas encore compris que les choses ont changé et que lorsque vous appartenez à un parti politique aujourd'hui, vous avez non seulement des droits, mais aussi et surtout des devoirs et que vous ne pouvez pas vous imposer en tant que tel. Bon, je voudrais m'intéresser à un cas particulier parmi tant d'autres, c'est vrai. Vous avez parlé des blocs, c'est pourquoi je suis resté donc dans ce cas général là pour faire l'analyse. Mais le cas le plus intéressant aujourd'hui, c'est la FCBE. Mais je me demande, lorsque je prends du recul pour voir les démissions de la FCBE et surtout les destinations qui sont annoncées, je me pose la question de savoir est-ce que le Béninois a encore s'est donné le souci donc de cultiver ce que nous appelons qu'on appelle quoi politique on dit. Le thème est parti tout de suite alors que c'était là. Alors nous devons comprendre que lorsque nous appartenons à un parti, aujourd'hui nous avons le devoir de la discipline de groupe. Et c'est vrai qu'au sein de la FCBE, il y a des démissions, mais lorsqu'on démissionne de la FCBE, où on partageait une vision par rapport au régime, et que notre démission nous amène à rejoindre un parti qui partage la vision ou la même vision, la même position que le régime en place, il y a problème. Ça veut dire que, voilà, l'expression est venue, ça veut dire qu'il n'y a pas de la conviction politique. Et donc, c'est ça que nous devons apprendre à cultiver aujourd'hui. Et ça fait partie donc de ce qu'on appelle le temps est imparti. Donc, Gaspard Adiamansi, des inconstants politiques aujourd'hui dans la République. Oui, j'aime bien l'expression là, les inconstants politiques dans la République, parce que au début de l'analyse de Achille Oussou qui m'avait beaucoup emballé, c'était de dire que le fait qu'on démissionne d'un parti pour un autre, que ça participait de la dynamique politique et d'une dynamique naturelle. Mais je n'ai pas compris que vers la fin, qu'il tente de fustiger quelqu'un qui quitte FCBE pour un autre parti. Et de parler de conviction. Non, ça là, c'est toujours la dynamique politique ou la dynamique naturelle qui veut que quand tu es quelque part où l'herbe est sèche, est sec, que tu essaies d'aller vers du pâturage vert. Et je crois que c'est quand vous prenez le cas de celui dont vous parlez qui a quitté la FCBE récemment, je crois de Clément Kouchadé, encore que lui, dans son cas, je crois qu'il fait partie de ceux qui ont été victimes d'un certain ostracisme de la part de l'actuel bureau des forces Corée pour un Bénin émergent, parce qu'ils étaient un peu résistants à ce qui s'opérait à l'annonce de la présidentielle et qui a pris cette distance. Je ne sais pas là où il est annoncé. Mais ce cas, moi, ne m'intéresse pas particulièrement. Le cas qui m'intéresse, c'est le cas qu'il a abordé en premier en disant que les gens quittent, par exemple, l'Union progressiste pour aller vers le bloc républicain ou vice-versa. Là, ça me pose des problèmes. Ça me pose des problèmes c'est vrai que ça participe de la dynamique naturelle, mais ça me pose des problèmes de conviction. Parce qu'aujourd'hui, quand tu prends le bloc républicain, c'est un parti qui se réclame du chef de l'État, qui soutient le chef de l'État, que certains qualifient même de parti du chef de l'État. Quand vous prenez l'Union progressiste, la même chose. C'est le parti du chef de l'État, c'est un parti qui soutient le chef de l'État, c'est un parti du bloc qui soutient le chef de l'État. Certains soupçonnent même que c'est un parti du chef de l'État. Mais quand vous quittez l'un des blocs pour aller vers un autre, pourquoi vous le faites? Vous le faites pour mieux soutenir le chef de l'État, pour mieux affirmer vos convictions politiques, ou vous le faites juste parce qu'il y a un problème de positionnement, parce que là où vous vous trouvez, si vous êtes au niveau de l'UP et si vous êtes au niveau de Porto-Novo, parce qu'on ne vous permet pas de vous positionner pour être CA ou chef quartier ou quoi que vous tournez. Quand c'est comme ça, ça veut dire qu'il n'y a aucune conviction derrière. Et si je ne me trompe pas, on a discuté la dernière fois du système partisan, si je ne me trompe pas, la dernière fois, parmi les arguments qui ont prévalu pour qu'on aille vers le système partisan qui s'applique à nous aujourd'hui, on a évoqué un peu
des tas dans l'ancien système, comme la transhumance politique. On a comme l'impression que ce problème-là n'est pas réglé. Merci Absolument pas réglé. Gaspard Adiamansi. Nous sommes à la fin de cette émission, mais avant, très rapidement, 30 secondes, votre conclusion. Mais je voudrais vous remercier pour cette invitation constante et dire aux amis de cette nouvelle émission et les grandes contradictions que désormais nous sommes là pour ensemble et apprécier les sujets brûlants de l'actualité de notre pays. Merci Achille Osso, Gaspard Adiamansi. Je vous remercie également, M. Chams Mbalalo. Je remercie Guérit TV Monde. Je remercie ceux qui nous suivent et je leur donne rendez-vous le vendredi prochain pour d'autres actualités aussi croustillantes que celles d'aujourd'hui. Si Dieu le veut. Voilà. Mesdames et messieurs, à l'instant, vous venez donc de suivre les arguments poignants de mes chers confrères Gaspard Adiamansi et Achille Oussou. Voilà, on a donc parlé de ce dossier de douanier à Porto Novo. Vous avez suivi l'actualité avec nous. On a parlé également de ce montant, 7 milliards de francs CFA. Je dis bien 7 milliards de francs CFA a résonné quelque part dans le monde. Et puis, le dossier de démission dans les partis politiques au Bénin, des inconstants politiques, ça continue toujours au Bénin, malgré la présence ou malgré le système partisan que prône le gouvernement de la rupture. Mesdames et messieurs, c'était votre émission Les Grandes Contradictions chez vous. À vendredi prochain, si Dieu le veut. Au revoir.